Un grand merci Laurent. J'ai la dure mission d'enchaîner après ce panel fort intéressant et qui a couvert quand même très très fort tous nos sujets. Déjà, je voulais peut-être vous signaler que James va parler en anglais. On va voir. Suspense. Ok. On verra en fonction. James. D'accord. Donc James est écossais mais parle un excellent français. Donc je pense qu'on va tous le remarquer. Bienvenue déjà aux participants. On est ravis de vous accueillir ici à la journée consacrée au territoire de faune sauvage. Monsieur sénateur, enchanté. Florian Clay représente donc la commission, sénateur à ma gauche. James Joyce est avec nous et membre du Wildlife Estate écossais. Et il a une forte expérience dans l'engagement du label auprès des politiques. Et M. Guillaume Saint-Denis, que je ne présente plus, responsable du Plan Bleu, mais aussi pour son côté expert sur la fiscalité, qui va beaucoup nous éclairer aujourd'hui. Donc un grand merci d'être là aujourd'hui. Donc j'ai la dure mission de ancrer la problématique du label dans les questions de politique, politique nationale et politique européenne. Car je n'ai pas encore beaucoup entendu parler d'Europe, mais ce label est européen et c'est important de montrer en quoi ce label peut participer non seulement à l'élaboration et à la mise en œuvre des politiques environnementales. Je pense également au changement climatique, bien sûr, mais les politiques rurales, les politiques de la PAC, bien sûr, j'ai entendu parler du loup. C'est vrai que le label n'a pas vocation à répondre à ces problématiques, mais il est un bon outil d'approche des politiques dans la formulation des réglementations. Donc je pense que c'est quand même un sujet primordial. Je vais d'abord donner la parole à Florian et je vais vous poser à tous en fait une question assez transversale. Pour vous, quels sont les enjeux à moyen et long terme sur les questions biodiversité et environnement? Qu'est-ce que vous identifiez comme les points les plus cruciaux? Et en quoi le label éventuellement peut-être soit y répondre déjà, ou peut-être se profiler pour le futur et peut-être s'adapter justement à ces questions-là. Vaste question. Bon, bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Donc, je suis là au nom de mon directeur, Umberto Delgado Rosa, qui n'a pas pu venir, mais qui m'a envoyé à sa place. Donc, je voudrais d'abord commencer pour souligner quand même qu'au niveau de la DG Environnement et de la Commission européenne, on estime quand même que les propriétaires fonciers, et de manière générale, tout ce qui est gestionnaire des terres, agriculteurs, forestiers, sont vraiment au cœur des politiques de biodiversité. C'est bien mentionné dans la stratégie biodiversité, mais on le retrouve aussi dans le règlement restauration de la nature, dans laquelle il y a plusieurs dispositions qui mettent explicitement en avant le rôle clé de tous ces acteurs-là et l'importance aussi d'agir plutôt à travers des incitations que des obligations. Donc je rappelle d'ailleurs que le règlement restauration de la nature n'a aucune obligation au niveau individuel. C'est vraiment, les objectifs sont au niveau des États et c'est plutôt sur les approches incitatives que les démarches doivent être menées pour restaurer tout type d'écosystème. Et c'est pour aussi cet aspect-là, et donc vraiment pour crédibiliser l'idée qu'on est plutôt en appui, qu'on a publié cette feuille de route sur les crédits nature le 7 juillet dernier. Et pour corriger juste une petite incompréhension qu'il y a eu dans le panel précédent, dans cette feuille de route, on dit explicitement en fait, que les crédits nature pourraient permettre de valoriser le maintien des bonnes pratiques, et notamment lorsqu'il y a des écosystèmes en très bonnes conditions. Donc ce n'est pas uniquement la restauration, mais aussi le maintien de bonnes pratiques. Et ça s'explique en fait parce qu'on ne veut pas faire des crédits nature pour de la compensation. Et donc à partir de là, on peut tout à fait valoriser le maintien de bonnes pratiques. Voilà. Maintenant, les défis à l'horizon, donc moyen, long terme. Bon, là, on a plusieurs textes internationaux qui permettent déjà de se donner une vision. C'est le terme qui a été adopté. Donc c'est dans le cadre de l'accord de Kunming-Montréal, donc le cadre mondial pour la biodiversité, qui décline à l'horizon 2050 un objectif qui est de vivre en harmonie avec la nature. Alors, c'est très vaste, mais à travers ça, il y a plusieurs sous-objectifs, y compris à l'horizon 2030, incluant des aspects de protection, y compris protection forte. Donc, ce n'est pas uniquement la France en fait, qui a décidé de se doter de cet objectif-là, mais ça reflète vraiment un accord de toute la communauté internationale, à part un gros pays qui n'est pas signataire de la Convention pour la diversité biologique, que sont les États-Unis, sinon, à part cela. C'est un gros à part, mais bon, à part cela, tout le monde est d'accord pour augmenter en tout cas la superficie d'air protégé, également de restauration, et au-delà de ça aussi, devait être toutes des approches sur
ce qu'on va appeler en anglais mainstreaming, c'est en tout cas intégrer la valeur de la biodiversité dans l'ensemble des prises de décision et également au niveau flux financier, de pouvoir réorienter des flux financiers qui sont pour l'instant néfastes à la biodiversité vers des flux financiers positifs. Donc c'est là où on retrouve aussi tout l'enjeu sur les crédits nature. Cet objectif-là, du coup, est extrêmement important parce qu'on se rend compte de plus en plus de l'importance que revêt la biodiversité, et pas seulement l'importance écologique, une importance proprement économique, voire même financière. Il y a un chiffre clé qui est sorti l'année dernière, et ce n'est pas issu par les organisations environnementales, mais la Banque centrale européenne, et qui montre que 72% des fonds européens sont hautement dépendants d'au moins un service écosystémique. Donc à travers ça, en fait, on ne parle pas seulement du fonds Life et tout ça, on parle vraiment de vos retraites, de vos assurances-vie, des salaires, de toute la fortune européenne, entre guillemets, qui finalement, 72%, et je pense que c'est même une estimation conservatrice, dépend du bon état des écosystèmes. Alors on peut le voir à travers l'importance de l'eau, des sols, de la pollinisation. Et en fait, cette importance-là est de plus en plus reflétée aussi au niveau des assurances, au niveau de certains décisionnaires, notamment les industriels, qui mettent en place des approches. Alors on parle d'agriculture régénérative, d'agroécologie. En tout cas, il y a une vraie prise de conscience de l'enjeu de la biodiversité et petit à petit, on le retrouve dans toutes les prises de décision, notamment les assurances qui, pour moi, sont dans le cœur clé. Au-delà de ça, donc, il y a donc cette vision positive où il y a de plus en plus d'instruments, de politiques, de prise de décision, d'incorporation dans les cercles de décision économiques de l'importance de la biodiversité. Mais il y a quand même des énormes défis qui vont avoir lieu. Et le premier de ces défis, c'est le changement climatique. Quoi qu'on fasse maintenant, on sait que dans les 20, 30, 40 prochaines années, on va prendre de plein fouet des chocs de plus en plus forts du changement climatique. Et l'été qu'on a passé cet été, on dit c'est le plus chaud ou l'un des plus chauds de mémoire historique. En fait, il faut retourner complètement la perspective et se dire que ça sera l'un des plus frais de ceux qu'on va avoir à l'avenir. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de feux de forêt, de plus en plus d'inondations, de plus en plus de sécheresses, de plus en plus d'attaques de ravageurs. Et par rapport à ça, on n'est pas démunis. Il y a d'énormes filets de sécurité qui existent, ce sont nos écosystèmes, et qu'il faut restaurer. Et c'est là l'importance que peut avoir donc, des systèmes de labellisation, de mobilisation en fait, des acteurs individuels, comme le label Faune Sauvage, qui permet finalement de montrer que tout un chacun peut agir, non seulement pour améliorer la valeur au sens général ou au sens particulier de son terrain, mais aussi de proprement contribuer à créer des paysages résilients. Alors on parle de paysages éponges, par exemple, qui permettent de tamponner toutes les perturbations liées à l'eau, que ce soit des sécheresses, des inondations, en remuant les zones humides, en restaurant des forêts. On a vu l'exemple dans la vidéo de mares en forêt. Il y a aussi tout ce qui est diversification à travers des paysages mosaïques, qui là aussi permettent en fait de lutter contre des problèmes d'érosion, de manque de pollinisation, et qui seront aussi des garde-fous par rapport à tous les chocs climatiques que l'on subit et que l'on va subir de plus en plus. Donc pour moi, le rôle des acteurs comme vous, comme les propriétaires fonciers, les gestionnaires des terres, les agriculteurs, les forestiers, va être de plus en plus clé, parce que de plus en plus, on va se rendre compte de l'importance du secteur des terres à travers l'action climatique, à travers l'action biodiversité, mais aussi une importance économique, financière et sociale. Merci beaucoup Florian pour cette vue d'ensemble un petit peu des défis qui nous attend. Peut-être, monsieur le sénateur, je me tourne vers vous. Quelles sont vos réflexions au niveau français, stratégie nationale pour la biodiversité, l'avenir des territoires ruraux? J'imagine que vous avez aussi pas mal de retours de terrain. Comment vous voyez les choses et comment le label peut répondre à ces enjeux? Les propriétaires privés, comment vous voyez le rôle des propriétaires privés dans ces mises en œuvre de politique nationale? La question est quand même vaste. Merci déjà de m'inviter. Vous avez quand même invité un sénateur écolo. Soyez quand même conscient de qui est à la tribune. Bon, dans la famille écolo, j'ai quand même considéré plutôt du côté des réalos. Donc, c'est peut-être pour ça que je suis là. Moi, je pense qu'on est dans un moment assez important et je vous partage quand même mon inquiétude. J'ai le sentiment qu'il y a quelques années, et avec un moment clé qui a été la loi sur la biodiversité portée par Ségolène Royal, on avait progressé dans un cadre de dialogue. C'était la fin de la table ronde précédente. Et pour avoir travaillé étroitement avec Jérôme Bignon, sénateur de droite et président de Ramsar France, il vient de passer la main, on avait réussi au Sénat, avec une majorité de droite
terrienne bien comme il faut, a quand même trouvé beaucoup de compromis dans cette loi biodiversité. Sur la compensation, sur les régimes fonciers un peu, mais Guillaume va certainement compléter puisqu'il nous envoie régulièrement des notes sur les aberrations des taxations foncières, donc je lui laisse cette partie-là. Mais on avait vraiment essayé d'avancer sur de vrais compromis dans cette idée qui fait écho à ce qui vient d'être dit, qui est de dire, à un moment, on ne peut pas continuer à assister à l'effondrement de la biodiversité, pas simplement les espèces emblématiques dont on parle tout le temps, notamment l'huile, dont l'image flotte sur le musée et sur cette salle. Mais voilà, on se disait, à un moment, il faut arriver à avancer. Et on avait continué, on faisait un peu tandem avec Jérôme, puisque moi, dans la foulée, j'avais monté une commission d'enquête sur les mesures compensatoires des grands projets. Et c'est là aussi, Jérôme Bignon m'a aidé à aller au bout, sans être censuré par mes camarades de droite, sur le fait de continuer d'avancer là-dessus. Dire, voilà, où sont les compromis? Et je pense que ma première réflexion, c'est que ce que vous portez doit participer du compromis et du dialogue, par définition. Et c'est là qu'est le problème. C'est pour ça que je suis inquiet. J'ai quand même le sentiment que ces toutes dernières années, on a régressé dans cet esprit de trouver des compromis pour repartir vers des oppositions frontales. Et si vous cherchez de l'opposition frontale, vous allez toujours trouver de tous les côtés, je dis bien de tous les côtés, des gens qui ne veulent pas de compromis. Et si vous mettez les deux à la tribune, ils vont s'empailler et chacun dans la salle va être amené à devoir prendre position entre les deux. Alors que c'est l'inverse de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, et je suis là pour dialoguer avec vous sur le fait de dire où sont, à votre avis, aujourd'hui les lieux de compromis. Si on part de l'idée qu'il s'agit maintenant de stopper l'effondrement de la biodiversité, et notamment de la biodiversité banale, j'ai vu qu'un des sites, par exemple, s'occupe du bouvreuil pivoine. Moi, ça fait très longtemps, je suis un peu ornitho quand même, je n'ai pas vu un bouvreuil, par exemple. Il y a d'autres espèces en progrès, mais le bouvreuil, j'en vois de moins en moins pour prendre une espèce assez simple et assez facile à découvrir. On ne peut pas le confondre même avec un pinson du Nord. Donc, si on se dit qu'il faut arrêter de perdre cette biodiversité banale, et derrière cette biodiversité banale, on sait très bien que c'est la perte des zones humides, et derrière, je suis breton, rien que dans le Finistère, les questions d'inondation aujourd'hui deviennent des questions absolument cruciales l'hiver et de sécheresse l'été. Donc il faut garder les éponges. Donc il faut, à partir de là, se dire, c'est quoi les grandes règles qui nous permettent de construire le compromis. Et soyons très clairs, on n'y arrivera pas sans règles. C'est-à-dire, si on part de l'idée, finalement, qu'il y a un chapelet de territoires où les gens font bien spontanément parce qu'ils sont convaincus, et que ça va suffire, c'est pas vrai. C'est absolument faux. Ici, il faut aussi se mettre d'accord sur un certain nombre de règles, adaptées au territoire en laissant les marges de manœuvre qu'il faut, mais on a besoin de règles. Dans ces règles, et c'est là que je suis inquiet, la dernière loi ZAN du Sénat, la loi Trace, est très différente de la deuxième loi du Sénat, auquel j'avais participé, portée par les mêmes, la ZAN 2, qui était une loi nécessaire, puisque ZAN 1 posait des principes, mais était un peu inapplicable sur plein de points. Donc là, on avait travaillé pour trouver des compromis, et on y était, à mon avis, globalement arrivé. Mais ça se fait détricoter en ZAN 3. On a un gros enjeu, c'était une des priorités de ce que j'avais porté avec la commission d'enquête dont j'étais rapporteur, voté à l'unanimité au Sénat, qui est qu'il nous faut absolument aujourd'hui une planification. Et c'est là que je suis vraiment intéressé de discuter avec vous, c'est-à-dire que les espaces que vous gérez, et que vous gérez bien par définition si vous n'avez pas le label, j'espère en tout cas, mais j'en doute pas, ça ne marche que si c'est dans des trames cohérentes. C'est-à-dire, si vous avez 200 hectares au milieu d'un territoire totalement d'agriculture productive ou d'usine, vous aurez un peu d'espèces refuges, mais ça ne marchera pas. Fondamentalement, vous assisterez vous aussi à une baisse de biodiversité. Et je trouve qu'on avait une idée assez forte, portée notamment dans cette loi biodiversité, autour des trames vertes et bleues, comme un élément important de planification
je suis un peu techno comme garçon, des régions dans le cadre du STRADET, qui est ce document planificateur nécessaire. Et là aussi, on voit en fait arriver une remise en cause, au nom, il y a trop de normes dans le pays, on connaît le discours, d'éléments de planification absolument nécessaires pour tenir les objectifs. Et que donc, après, une fois qu'on a ces éléments cadres, on se dit c'est quoi les souplesses nécessaires. C'est-à-dire on confond, parce que dans un certain nombre de cas, on a des aberrations, pas assez de souplesse, on est capable de jeter le bébé avec l'eau du bain. Non, si on n'a pas d'outil de planification, on ne tiendra aucun des objectifs. Et vous rentrez aussi dans cet espace de planification, y compris, moi je reste convaincu qu'il faut de la compensation. Tous les écoles ne sont pas convaincus, moi je le défends, et que vous êtes des espaces qui peuvent tout à fait faire des offres de compensation, et en rentrant dans des cadres qui sont cohérents et avec un impact positif de biodiversité. Donc pour moi, il y a un champ extrêmement important autour de cette question de la planification et de la gestion globale des sols et des territoires. Et vous rentrez évidemment dans ce cadre-là. Et après, pour faire écho, et je ne serai pas plus long, parce que ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on dialogue, et je suis bavard de nature, c'est quand même sur cette question des crédits biodiversité ou carbone, il faut regarder. À ce stade, j'ai quand même un doute sur le fait qu'on va réussir à faire un gros flux financier de crédit biodiversité. Pensez pas que c'est avec ça que vous allez gérer vos territoires demain. Vous avez quand même une question carbone. Il y a beaucoup de zones humides dans ce que vous préservez, donc ça absorbe du carbone, vraiment. Moi, j'aurais tendance, et on pourra en rediscuter peut-être dans des groupes plus réduits derrière, et je souhaite qu'on continue le dialogue. Je pense qu'il y a un crédit carbone biodiversité qui émerge, dans lequel vous pourriez peut-être être effectivement un acteur éligible. Il faut qu'on en parle aussi avec Olivier. On a besoin, dans quelques mois, mais là c'est un peu tendu au niveau politique. Mais dans quelques mois, le Sénat va durer. Nous, on ne sera pas dissous, c'est à peu près la seule certitude qu'on a. Sur le fait qu'on rediscute effectivement sur ces cadres-là. Et pour finir, parce que vous gérez beaucoup de zones humides, donc beaucoup d'espèces migratrices, il y a une dimension européenne, il y a une dimension internationale. J'étais à la COP Ramsar au Zimbabwe cet été. Je pense qu'on doit raisonner évidemment à l'échelle régionale d'abord, en planification, nationale évidemment sur un certain nombre de cadres, européens, on vient d'en parler, mais l'échelle internationale est importante. Je pense que ce que vous portez comme gestion assez pragmatique de territoire peut aussi intéresser sur d'autres espaces, je pense notamment à l'Afrique, où il y a peut-être là aussi des collaborations à renforcer, parce que c'est pareil, si on a des espèces migratrices qu'on accueille, mais qui n'ont plus leur biotope sur leurs hivernages, vous ne les verrez plus au bout d'un moment. C'est une évidence, quelle que soit la qualité de votre gestion. Donc voilà plusieurs pistes, mais je pense que... Merci encore de cette invitation. Et moi, ce qui me semble important, c'est qu'on reprenne le fil du dialogue, qu'on soit conscient que tous ceux qui exacerbent aujourd'hui les tensions, notamment entre écolos et agriculteurs, ne nous rendent pas service ni aux uns ni aux autres. Grand merci, Monsieur Dantec. Je crois que vous avez couvert vraiment une grande diversité de sujets. Je pense que ça montre que le label est vraiment au cœur de beaucoup, beaucoup d'enjeux. Donc ça me dit qu'en fait, on est peut-être dans le droit chemin. Quand vous parlez des conflits et peut-être des formes de crispation qu'on a connues ces dernières années, en effet, je pense que ça vient aussi du fait qu'il y a eu un nouveau cadre réglementaire qui a été discuté au niveau de l'Union européenne, qui a un peu recristallisé peut-être des conflits qui étaient avant un petit peu passés. Donc il y a un contexte aussi qu'il faut aussi savoir mettre en perspective. Je pense que je vais me tourner vers James. James, je vais te tutoyer. Et tu as une forte expérience du label. Ça fait longtemps que tu y es. En Écosse, on parle d'un contexte, et en Angleterre d'ailleurs, on parle d'un contexte aussi un peu difficile. C'est pas le même contexte. Mais il y a eu des fortes préjugés sur les propriétaires privés ruraux. Peut-être tu peux nous expliquer comment vous avez construit justement sur ces questions
de coopération et d'entente. La coopération, à la fois avec les autorités publiques, parce que je pense que maintenant vous avez atteint un niveau de confiance. Qu'est-ce qui a fait que ça a marché? Comment les parties prenantes ont pu trouver un terrain d'entente? Comment vous avez réussi à convaincre les propriétaires privés qu'il fallait parler à l'autorité publique et peut-être rentrer dans un cadre aussi réglementaire? Parce que c'est vraiment important de dire que même si l'outil label est complémentaire de la réglementation, les propriétaires privés sont les premiers récipiendaires de la réglementation. J'ai dit tout à l'heure, 50% de nos territoires pratiquement sont dans Natura 2000. Donc par principe, on est soumis à la réglementation. Donc je pense que ça, c'est quand même quelque chose à garder, dans le sens aussi où le label peut accompagner cette mise en œuvre de la réglementation. Et ça, c'est quand même important. James? Thank you. I start, I think, with the year 2009, when the United Kingdom was still happily a member of the EU. We found ourselves in a position when the government in Westminster was introducing a series of devolution, giving to the governments in Edinburgh, in Wales, in Northern Ireland, and in other words, separating into 4 countries certain responsibilities, one of which was the environment and all the issues which come from the environment, farming, economy, and so on. And at that time, the new Scottish government was very anti the private sector, or private landowners, because they were considered to be absent, living in London, rich men, doing nothing for the community, and just not good people. And of course, Scotland is a country of 2 parts. The east part, very strong agriculture, our whiskey, our beef, all these good things. And that's agriculture, and that's very good agriculture, very strong land. The west and the north, there's nothing. It's rocks, it's heather, bruyère en français. It's forests. What is there to do in that area? Nothing. And these are the areas which are owned largely by very large landowners. And that was the issue, that they did not understand the work that these landowners were doing. They felt they were just not part of the equation. And they started to bring a pressure on the landowners. And at that time, the president of the Scottish Landowners Association, we call it SLE, Scottish Land and Estates, he knew, Thierry, you remember him, Luke Borwick, he was very far thinking, and he said, aha, we have this thing in the ELO called the Wildlife Estates. It shows how the owners are delivering. We need this in Scotland. And you came in 2009-10 to the initial meeting at Luke's house, and we had a big table, table ronde, including the chairman of the Scottish Natural Heritage and many others. And we introduced this concept. You particularly gave a very powerful presentation about the value of this label. And the Scottish government, to their credit, said, okay, we don't really understand what is happening. We read about these landowners in the press, but we really don't know very much about them. Are they really as bad as people say they are? Show us, through the wildlife estates, that they are not bad. And
the Scottish government allowed and indeed encouraged the introduction of wildlife estates at that moment. And it was a wonderful opportunity to show exactly all the biodiversity and all the work that we do, because they did not understand. The politicians did not really understand. This was a new concept for them. This was to have at home, to have in Edinburgh, the responsibility to look after agriculture and farming and forestry was a very new concept. They didn't understand it. Scotland, of course, is a country of only 5 million people. And we have to accept, I think, that the majority of the people of Scotland, and including the politicians, understand that the land is an integral part of the GDP, of the economics. We have whiskey, we have salmon, we have tourism, we have forests, we have beef, we have all this kind. They know that it is important. Now, we jump ahead to Brexit, unfortunate. But what happens in Brexit 2016 is that we lose the star in the sky, which is, as you say in French, la PAC, CAP. We lose it, gone. We need to create that star to guide us. Also, at the same time, we lose LEADER, the LEADER program, which was incredibly important. We lose that, but we have to recreate some guide, some star. The problem is that we have 4 jurisdictions which need to create, because the environment, farming, is a devolved responsibility. So the responsibility falls on the government in Edinburgh, in Wales, and so on. So you have 4 governments all trying, in panic, to create something. And they don't talk to each other. So we now have in Britain a kind of disunited kingdom. I say it quite often. It's a disunited kingdom, certainly in terms of our environment and our agricultural policies. And in England, we have to admit that in England, there are 56 million people. 5 million in Scotland, but 56 million people just in England. What is the country? What is land? What is the purpose of land in England? Is it for 50? Is it for houses? Is it for agriculture? Nobody in England can articulate what the purpose of the land is. In Scotland, we can. And in Scotland, we have taken this wildlife estates label and we have developed it with the encouragement of the government. And we are now in a good position, I think, thanks entirely to the work of the SLE, and Neil Gunn is somewhere in the room today. He is the manager for wildlife estates in Scotland. We are now in a position where we are beginning to talk about some kind of value for this. Now, I think it was Philippe Justeau talked about on gagne rien. You don't get anything. We are working to try to get what I think in French you would call opérateur de confiance. Somebody who is trusted. We call it in English trusted operator. Somebody who has, with a label, who has the confidence of the government, of the agencies, of the different sectors, of public life, to continue to do what we do privately, which is to the benefit of biodiversity. Because biodiversity is in everything that I do as an owner, whether it's forestry, whether it's tourism, whether it's agriculture. We are obsessed at the minute in the United Kingdom with this new concept of regenerative or restorative agriculture, which is fantastic, absolutely fantastic. So slowly, we are winning. I think England has a long way to go because nobody really understands. And how many ministers of agriculture have we had in Great Britain in England in the last 10 years? I don't know. Scotland has been stable. England has not been stable, and that has not helped us. Yeah? Thanks.
Thanks a lot, James. En effet, tout le monde a parlé de l'instabilité politique. C'est sûr que ça n'aide pas forcément au développement des initiatives que nous portons. On voit bien que la stabilité en Écosse a permis que le label se présente comme quelque chose d'incontournable. C'est vrai qu'en Angleterre, justement, ça a peut-être pris un peu plus de temps, bien qu'on y arrive maintenant. Donc c'est intéressant parce que on va aborder maintenant la question vraiment des bénéfices. On a parlé du fait d'être un propriétaire qui est plus intelligent que tout le monde et avoir ce label comme une reconnaissance de ce qui est fait. Mais nous pensons que quand même le label mérite mieux. Et il faut arriver à développer des outils qui peuvent aider concrètement les propriétaires privés. C'est vraiment important. Et quand je parle des outils, je ne parle pas seulement de financement. Tout le monde a ce mot à la bouche. Forcément, ça aide énormément quand on a un peu d'argent pour mettre en place les mesures de gestion, de restauration qu'on a à faire. Mais ça peut être différentes choses. On parle d'une boîte à outils souvent. C'est souvent le mot que j'emploie. Et là, j'ai envie de me tourner vers Guillaume. Peut-être pour savoir un peu... Je t'avais vu et écouté avec grand intérêt l'année dernière lors de la conférence ici sur Private Land Conservation, donc les mesures de conservation dans les territoires privés, et notamment tous ces outils de easement, l'ORE, on en a parlé beaucoup. Quel est l'état des lieux en France de ces incitations économiques ou de ces outils qui peuvent accompagner les propriétaires privés? C'est vrai que l'année dernière, le constat était un petit peu mitigé. Est-ce que là, il y a peut-être quelque chose de plus positif qui peut être dit? Comment tu vois les choses? Surtout maintenant que tu es responsable du plan bleu. Est-ce qu'on avance sur cette question de l'engagement et notamment, surtout, sur des incitations concrètes? Merci. Question difficile. Je dirais qu'en gros, on n'avance pas beaucoup. Mais je pense que c'est le moment d'avancer, même si les finances publiques ne le permettent pas, et les situations politiques non plus. Bon, ce qui est une contradiction et une quadrature du cercle. Moi, je pense qu'il faut quand même partir de deux choses, qui sont premièrement les objectifs européens, on les a rappelés tout à l'heure, les 10% et les 30%. J'entends bien ce qu'a dit Olivier Thibault tout à l'heure, c'est-à-dire que Tahiti va nous sauver, mais je ne suis pas sûr que ça va marcher, parce que si on se rend compte que la plupart des protections fortes sont uniquement en Polynésie française, ça ne sera pas accepté par une partie du corps social. Donc il y aura une volonté qu'il y en ait aussi en métropole. Et je pense que le moment où on en est de la protection des espaces, c'est qu'on a commencé, c'est un phénomène assez récent finalement, hein, ça commence avec les séries artistiques de Napoléon III, Fontainebleau à la fin du 19e. On a commencé par protéger des choses assez faciles, soit qui étaient publiques, soit qui étaient des terrains de montagne où il ne se passait pas grand-chose, etc. Bon. La difficulté qu'on a eue avec Natura 2000, c'est que Natura 2000, la directive, demandait qu'on protège des types de milieux, et donc tous les milieux se sont trouvés concernés, et notamment les terrains agricoles qui jusqu'à présent avaient beaucoup été hors protection se sont trouvés concernés. Si on va vers les 10%, je ne parle pas des 30%, mais on pourrait en parler aussi, les terrains privés vont être de plus en plus concernés. Et pour qu'ils soient concernés, il faut qu'ils soient incités à accepter des mesures de protection ou qu'ils soient compensés de ce que les mesures de protection leur imposent. Or, le grand problème en France, c'est qu'on a une loi qui remonte au régime de Vichy, une loi de 1943, qui dit qu'on ne peut pas indemniser les servitudes de voirie et les servitudes d'urbanisme. Et même si cette loi a été confirmée après, la non-indemnisation des servitudes d'environnement découle de là. Bon. Alors, si on compare avec des pays, d'autres pays européens, il y a beaucoup de pays dans lesquels il y a des indemnisations s'il y a des contraintes à porter, c'est-à-dire si par exemple si on ne peut plus faire de sylviculture dans une forêt qui est classée sous protection, il y a indemnisation. Il y a beaucoup de pays dans lesquels, si le statut de protection entraîne cessation des activités économiques, il y a exonération d'impôts. Il y a aussi des pays dans lesquels il y a des subventions qui sont données à des propriétaires privés pour qu'ils achètent des terrains pour les transformer en réserves naturelles. Et d'autres subventions qui leur sont données pour qu'ils mettent en place des plans de gestion. Bon, ce qui est une approche tout à fait inverse de celle de la France, où par exemple le Conservatoire du littoral achète publiquement des terrains. Bon. Donc, il y a des pays qui sont allés beaucoup plus loin dans l'implication des propriétaires privés dans les stratégies. Je reprends le titre de la table ronde, hein, qui me paraît très bon. Alors, si on prend l'exemple de la France, il y a 4 outils dont on peut parler. Il y avait un outil qui avait été créé par puisque la question est sur la France,
par la loi du 18 juillet 1976, adoptée à l'unanimité à l'époque, je rappelle, qui étaient les réserves naturelles volontaires. Chaque propriétaire d'un bout de terrain pouvait mettre en réserve naturelle volontaire son terrain s'il le souhaitait ou une partie de son terrain. On avait quand même 120 ou 130 réserves naturelles volontaires, ce qui n'était pas si mal. Cet outil a été supprimé en 2002 parce que l'État avait du mal à comprendre qu'il puisse y avoir des initiatives volontaires de la société civile sans passer par l'État. Et donc, en 2002, il a été décidé de transformer ces réserves naturelles volontaires soit en réserves régionales, soit de les supprimer. Bon. On a modifié cette loi qui, encore une fois, avait été votée à l'unanimité. Ça ne coûtait rien à l'État puisqu'il n'y avait pas ni de subvention ni d'exonération fiscale. Bon. Ensuite, on a une deuxième chose qui sont les ORE. Alors, peut-être d'abord le label territoire faune sauvage, bien sûr. Au Portugal ou en Espagne, le label territoire faune sauvage donne droit à des diminutions d'impôts. En France, ça n'est pas le cas. Bon. On peut donc se baser sur d'autres exemples. Les ORE, c'est un exemple très intéressant. C'est un très bon outil. Moi, je suis très favorable aux ORE personnellement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de compensation ni d'incitation. Il y a juste une possibilité d'exonération de la taxe sur le foncier non bâti pour les communes qui le souhaitent. Mais d'abord, ça ne justifie, c'est pas suffisant. Et ensuite, beaucoup de communes ne le savent pas ou ne le font pas. Si je prends l'exemple du bail rural, bon, le bail rural pose deux problèmes au moins. Le premier, c'est qu'un propriétaire en France, le bail rural français est très particulier, un propriétaire qui veut protéger son terrain ou avoir des méthodes de gestion durables ne le peut pas s'il a loué son terrain à un exploitant agricole parce que le code rural l'interdit. Le propriétaire ne peut pas demander à un exploitant agricole qu'il épande un peu moins de phytosanitaires, qu'il arrose un peu moins, qu'il irrigue un peu moins, qu'il change sa culture de maïs pour y faire du sorgho qui est davantage adapté au changement climatique, qu'il respecte les haies, etc. Ça n'est pas possible. Bon, ce qui, au jour d'aujourd'hui, est quand même un vrai problème. Alors, on comprend la raison historique, c'est que le statut du fermage remonte à 1945, mais depuis, il s'est passé de l'eau sous le moulin. Alors, il y a une petite possibilité qui existe, qui est le bail rural environnemental. C'est une formule qui avait été mise en place par Michel Barnier quand il était ministre de l'Agriculture. Alors, le bail rural environnemental est possible. Il lui permet d'introduire des clauses environnementales dans le bail. Mais premièrement, il faut que les deux parties soient d'accord, c'est-à-dire le bailleur et le preneur. Donc, il y a beaucoup de cas où, évidemment, ça n'arrive pas. Et le problème est que on sait qu'on a des loyers de fermage très bas en France, à peu près 140 € l'hectare en moyenne, donc c'est le double en moyenne en Europe, avec une fiscalité qui est très élevée, puisqu'on a un loyer de fermage divisé par 2 par rapport à ce qui devrait être. Ce sont des loyers administratifs fixés par les préfets, mais la fiscalité est la même que si on touchait la totalité. C'est-à-dire qu'on touche 50%, mais on est taxé sur 100. Et avec la réforme qui a institué le PFU à 30% en 2017, cette réforme ne concerne absolument pas les revenus fonciers ruraux, où on peut être taxé à la tranche marginale, c'est-à-dire 62,2 plus les autres impôts, etc. Donc on est dans une situation qui est déjà de rentabilité nulle. Quand on arrive dans un bail rural environnemental, l'avantage du bail rural environnemental pour l'exploitant agricole, c'est qu'on n'est plus tenu de respecter les minima de loyer de fermage. Donc on a des loyers de fermage qui ne sont plus du tout à 140 et qui ne sont même pas à 120, 110, 130, mais qui sont à 50, 40, 30. Bon. Mais les impôts restent les mêmes. On continue à payer la même taxe sur les fonciers non bâtis, les mêmes droits de mutation à titre onéreux, les mêmes droits de mutation à titre gratuit, le même impôt sur le revenu, etc. Donc là, on est dans une situation de rentabilité négative. Donc il n'y a pas d'intérêt, les gens n'ont pas intérêt ils acceptent une perte, mais ils ne sont pas compensés, même marginalement, de cette perte. Voilà, donc je crois que ça, c'est la question à laquelle on est aujourd'hui. Alors évidemment, la situation des finances publiques ne permet pas beaucoup d'espérer des choses rapides dans ce domaine, mais tant qu'on n'aura pas mis en place un système de semi-compensation ou d'incitation plus forte, c'est aussi là-dessus qu'a beaucoup buté la mise en place de Natura 2000 à une époque. On aura du mal à avancer. Et là, la France est en retard par rapport à d'autres pays. Un grand merci. Ça me fait dire que bon, les choses n'ont pas... Voilà, c'est pas si positif que ça. Et là, je me demande où est-ce qu'on a échoué. Parce que je vois qu'on a quand même maintenant une connaissance assez bonne de tous ces outils qui pourraient faire que voilà, le propriétaire privé s'engage un peu mieux. Ces outils de taxation, de fiscalité, même des outils juridiques comme les easements, voilà, il y a plein de choses qui existent au niveau européen qu'on pourrait essayer de traduire dans la réglementation.
Et c'est vrai que ça a du mal à prendre. ELO fait sa part, essaie de faire sa part. On a eu des projets européens qui ont promu ce type de choses, mais bon, c'est pas pris en compte. Et notamment, je me tourne vers Florian. Je pense qu'il va falloir aborder cette question de la restauration de la nature, de la réglementation, sans revenir sur les sujets qui ont fait que ça a été fortement polarisé. Ça a entraîné beaucoup de conflits. C'est une réglementation qui a failli jamais voir le jour, hein, ce qui est quand même assez exceptionnel. ELO a été fort impliqué dans ces débats. Pour tout dire, on a essayé justement d'introduire dans cette réglementation justement ces fameux leviers, par un biais ou par un autre. Mais on a essayé de demander à la Commission européenne de pas seulement s'occuper du réglementaire dans le sens de pourcentage, d'objectifs à atteindre, mais aussi de nous aider à introduire dans la réglementation une nécessité de mettre en œuvre des boîtes à outils. Alors l'idée n'était pas d'avoir des listes exhaustives et d'imposer, justement, parce qu'on sait que du point de vue de la Commission européenne, c'est impossible d'imposer aux États membres ces questions fiscales. Mais c'était une forme de début de dire la Commission européenne voit d'un bon œil ces outils spécialement faits pour impliquer les propriétaires privés et on n'a pas été entendu. Ça n'est pas passé. Alors bien sûr, on peut aussi se dire que nous, on a mal fait passer la chose, mais toi maintenant, la réglementation est là, il va falloir travailler de concert avec tous les opérateurs pour la mettre en œuvre. On n'est qu'au début. Alors comment déjà on peut ne pas trop se tromper, vu que c'est le démarrage, peut-être comment le label, par exemple, peut aider à la mise en place des plans. Vous savez qu'il y a des plans nationaux maintenant qui vont être adoptés dans tous les... Ils ont déjà bien commencé d'ailleurs. Mais on a eu des discussions sur les plans, notamment. Et c'est des choses que je pense que la plupart des gens ne savent pas en fait. Vu que tu as été derrière l'élaboration, peut-être tu peux nous donner un petit peu des pistes sur comment on peut mieux participer, contribuer et en faire aussi une opportunité. Maintenant qu'on y est, ce serait bien que ça devienne plus une opportunité qu'une contrainte, ce qui, j'en ai peur, reste encore dans les idées des personnes que nous représentons quand même très fort. Oui, alors effectivement, moi je suis un farouche défenseur du règlement restauration de la nature que je défends vraiment comme étant une source d'opportunités pour les propriétaires fonciers et tous les acteurs impliqués dans les zones rurales. Alors je dis ça pour plusieurs raisons et je vais pouvoir rebondir sur plusieurs des interventions qui ont été faites jusqu'à présent. La première, c'est le besoin de planification qu'a souligné le sénateur Dantec. Le principal instrument de mise en œuvre du règlement restauration de la nature serait effectivement pour les États membres de préparer une ébauche de plan national de restauration dont l'ébauche devrait être soumise l'année prochaine à la Commission. Ensuite, 6 mois d'observation de notre côté, 6 mois de retour vers les États membres pour avoir une version finalisée en 2027. Et ensuite, il y aura des revues prévues en 2032 et 2042. Ces plans doivent déjà contenir un peu toutes les informations nécessaires pour comprendre sur le territoire, sur tous les territoires, comment on va pouvoir restaurer tel type d'écosystème, selon quelle manière, jusqu'à l'horizon 2050. Alors même si l'information au-delà de 2032 peut être limitée à un aperçu stratégique, l'idée est quand même de pouvoir donner dès à présent une perspective à plus de 25 ans qui permet en fait de déclencher les investissements en apportant une certaine prédictabilité sur tel endroit va être restauré, tel endroit ne le sera pas forcément. Ce qui est important, c'est que ces plans nationaux de restauration vont contenir tout un ensemble de dispositions. La première d'entre elles étant l'obligation pour les États membres de procéder à des consultations publiques, donc tout le public, mais avec un accent plus particulier sur les parties prenantes qui vont être impliquées et qui vont bénéficier de la mise en œuvre des mesures de restauration, notamment les propriétaires terriens et les gestionnaires de terres. Donc là, c'est vraiment une opportunité majeure pour vous de participer à ces exercices-là. Au niveau de la Commission, donc, il y avait aussi une obligation de notre côté qui était de développer un format uniforme. Alors là, on rentre un peu dans la technique, mais vous allez voir que c'est important. Ce format uniforme, donc, qui fait l'objet d'un règlement de mise en œuvre, a été adopté cette année, après beaucoup de discussions avec les parties prenantes et les États membres. Et il contient un peu, alors c'est une sorte de trame qui permet de garantir une certaine conformité légale du plan national de restauration s'il suit cette trame-là, mais également on va faire
tout un ensemble de dispositions donc, permettant de s'assurer que les objectifs seront atteints. Et surtout, et alors ça c'est quelque chose qu'on a fortement mis en avant, mais qui pour le coup n'a pas forcément été bien compris par toutes les parties prenantes, ce format uniforme ouvre la possibilité d'approche bottom-up. C'est-à-dire, alors on va rentrer un peu plus dans le détail, dans la partie C de ce format uniforme, qui contient en fait une sorte de catalogue de mesures de restauration. Si l'État membre responsable du plan national de restauration est d'accord, tout un chacun peut remplir ses propres mesures de restauration. Il peut tout à fait lister les écosystèmes qu'il va vouloir restaurer, comment il va contribuer aux différents objectifs. Et en quelque sorte, en fait, toutes les mesures qui ont été présentées ici avec le label Faune sauvage peuvent constituer une mesure de restauration en tant que telle, être affichées en tant que telle dans les plans nationaux de restauration, ce qui permettra de montrer dans quelle mesure vous contribuez aux différents objectifs de restauration, d'indiquer aussi les besoins financiers que vous avez, ensuite les financements dont vous disposez déjà, et là vous aurez besoin en fait de compléments de financement. Tout est prévu dans ce plan-là qui permettra du coup, si les États membres jouent le jeu, et toujours, de pouvoir mettre en avant et d'avoir une sorte de véritable reconnaissance au niveau national de tous les efforts mis en œuvre par les propriétaires terriens. Les contributions d'Elo ont été bien entendues pendant la négociation du règlement restauration de la nature, et donc, même si Delphine dit qu'on ne les a pas écoutés, ce n'est pas vrai. Il y a l'article 14.12, voilà, très précisément, dans lequel les États membres ont mis en avant la possibilité de déployer des systèmes d'appui privés ou publics à destination de toutes les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du règlement restauration de la nature. Alors, c'est une formule un peu floue, qui est un peu plus précisée dans un considérant, mais dans lequel, en fait, c'est déjà une invitation en fait, pour les États membres de mettre à disposition tous les instruments incitatifs pouvant exister, que ce soit les paiements pour services environnementaux dans la PAC, par exemple, ou avec les aides d'État. Ça peut être aussi l'utilisation du cadre de certification d'absorption de carbone, puisque là, cette année, on va pouvoir publier des méthodologies de carbone farming. Alors, je pense que le mot en français, c'est agro-stockage de carbone, ce qui est très très moche. Mais disons que c'est une application directe du 4 pour 1000, auquel M. Dantec tenait beaucoup il y a quelques années. Et on était très très impliqués, et toujours. L'idée, c'est en fait que ces crédits carbone puissent être une source de rémunération supplémentaire pour les parties prenantes qui consentent des engagements en matière de stockage du carbone dans les terrains. Alors dans les sols, dans les tourbières, dans les arbres, donc ça couvre aussi les forêts. Et on ne va pas s'arrêter là. C'est donc tout l'objet de cette feuille de route sur les crédits nature. On sait que les approches crédit carbone sont limitées, notamment parce que là, pour le coup, il y a une vraie critère d'additionnalité. Donc, ce qui dit qu'il faut forcément changer de pratique pour pouvoir être éligible. Par ailleurs, il faut que ce soit des écosystèmes qui sont avec une certaine variabilité en carbone. Si on essaie de restaurer un écosystème sec, on ne va pas avoir beaucoup de carbone sous la dent, et donc très peu de crédits carbone qui pourront être valorisés. On a conscience de ces limites-là, et c'est là où les crédits nature peuvent apporter des compléments et d'autres sources d'opportunités. À la fois en valorisant le maintien de bonnes pratiques, à partir du moment où ça permet de démontrer effectivement qu'on maintient des écosystèmes à un très bon niveau, Natura 2000 par exemple. Et donc l'idée, c'est que toutes les contributions individuelles, et par exemple celles qui sont documentées dans le plan national de restauration, puissent faire dans l'avenir l'objet de financements privés à travers les assurances, les entreprises, des financements publics s'il en reste, et on va essayer de se battre pour ça. Et je rajouterai un dernier point quand même par rapport au financement public, quelque chose qui a peut-être échappé à votre attention, mais le 16 juillet, il y a eu la nouvelle proposition de la Commission pour le prochain cadre financier pluriannuel, 2028-2034. Et bien alors regardez l'article 22.2. Vous verrez, en fait, cet article porte sur, alors c'est les plans régionaux, alors je vais essayer de le dire en français, donc c'est les plans régionaux nationaux, les NRPP, de leur petit nom. Donc ça sera en gros toutes les enveloppes nationales qui permettent de mettre un peu 14 fonds existants, dont des fonds liés à l'environnement et à la nature, sous une même enveloppe, donc ça permettra d'avoir pas mal de flexibilité. Mais la biodiversité et la restauration des écosystèmes sont nommés. Et surtout, il y a un mécanisme, on va dire, de contrôle d'atteinte des objectifs des plans nationaux de restauration, ou autrement dit, un État membre qui ne ferait pas suffisamment d'efforts sur les plans nationaux de restauration aurait l'obligation de dédier un pourcentage accru des fonds publics qu'il va recevoir au niveau européen pour prioriser le financement de la restauration de la nature. Autrement dit, si un État membre ne joue pas le jeu de vous aider à mettre en place les mesures de restauration, eh bien on va couper les fonds, entre guillemets, sur l'agriculture, sur l'énergie, sur d'autres domaines, tant que ces objectifs-là ne seront pas atteints.
C'est bien, la conférence est enregistrée, donc C'est la on garde une proposition. trace de ce que... C'est oui, la oui, proposition de la Commission. Ensuite, elle va faire l'objet de débats avec le Parlement, le Conseil. Donc, je ne dis pas que ce sera forcément ça qui sera l'avenir. Mais la proposition de la Commission, c'est de mettre au même niveau les plans nationaux de restauration avec les plans climat-énergie nationaux et d'en faire un instrument permettant de contrôler l'allocation des fonds prévus dans les plans nationaux. Mais je te remercie pour ça, parce que je crois vraiment que c'est souvent compliqué et opaque ce qui est possible de faire, et de voir toutes ces potentialités qui ne sont pas forcément évidentes. Donc c'est vraiment important que la Commission européenne fasse cet exercice de pédagogie, d'essayer de faire diffuser un petit peu ces idées, et de dire qu'il y a des opportunités que parfois on ne voit pas, ou peut-être qu'on peut travailler de concert aussi, être un peu imaginatif, hein, parce que voilà, le cadre réglementaire, c'est une chose, mais souvent, on peut construire des choses. Législations européennes sont une chose, mais c'est vrai que c'est souvent les États membres aussi qui font les choses. Et donc, j'invite les parties prenantes français à aller visiter leur ministère de l'Environnement pour être sûr que les choses se passent. En tout cas, pour le plan de restauration national, il faut absolument que les parties prenantes jouent le jeu et expriment ce dont ils ont besoin. Je me tourne vers l'OFB, j'imagine que vous êtes impliqué voilà, dans cette élaboration. Je pense que c'est important de dire concrètement ce dont on a besoin, des leviers financiers. Et j'entends aussi que pour toi, les crédits nature, c'est quand même une opportunité. Qui reste à Pour répondre crédibiliser. On est au au début. scepticisme. Alors, il va falloir gérer les attentes. C'est-à-dire que ça va prendre quand même du temps. On est un peu comme si c'était par rapport au marché carbone dans les années, début des années 2000. Donc, en train de mettre en place ces étapes-là. Mais il y a déjà pas mal d'acteurs privés qui sont intéressés pour investir dans la biodiversité, à la fois parce que c'est une manière pour eux de se démarquer par rapport aux concurrents, mais ça peut être aussi une manière pour eux d'améliorer l'acceptabilité de leur projet de développement. Et donc on a des compagnies, par exemple, d'énergie renouvelable qui proposent des paquets. Effectivement, il va y avoir de l'agrivoltaïsme, par exemple, ou la mise en place de d'éoliennes, mais associé à ça, il y aura aussi une restauration des terrains concernés ou adjacents, et ils proposent une approche en paquet. Et tu penses que le label peut servir de catalyseur? Oui, alors le modèle qu'on propose dans cette feuille de route, c'est un modèle en 2 étapes dans lequel on sait bien qu'il faut pas mal de temps pour qu'un écosystème se restaure et délivre des résultats. Donc si on dit à quelqu'un, bon, vas-y, investis dans les crédits nature, mais tu auras le retour et surtout les financements que dans 5 à 10 ans, il va dire, en fait j'ai besoin des financements maintenant pour pouvoir mettre en place les mesures. C'est là où le modèle en 2 étapes, c'est que on va proposer que la première étape, donc certification ou labellisation, hein, on n'est pas très attaché au terme, mais soit en quelque sorte une garantie que le propriétaire terrien ou le bénéficiaire va mettre en place des pratiques qui, sur le papier en tout cas, permettraient de délivrer des résultats. Et ce certificat est sur lequel, effectivement, on pourrait valoriser les approches type labellisation faune sauvage ou les approches au biocert, par exemple, ou agriculture biologique, sont déjà une sorte de source de garantie qui va permettre de crédibiliser ce certificat comme un support d'investissement préalable. Et c'est exactement comme ça que marche d'ailleurs le modèle du cadre de certification d'absorption de carbone. Il y a d'abord un certificat de conformité qui peut faire l'objet de préfinancement. Et ensuite, effectivement, c'est une sorte de contrat. Hein. On dit, voilà, tu apportes des préfinancements et les premiers crédits seront pour toi, ou on trouve un arrangement commercial qui te permet de bénéficier de la vente des crédits qui auront lieu dans 5 à 10 ans. Et ça fait l'objet d'obligations contractuelles. C'est un peu cette idée-là qu'on propose sur la table. Après, voilà, on est dans une démarche consultative, c'est une proposition à nouveau, donc on attend le retour des parties prenantes. Il y a un appel à commentaires d'ici la fin du mois, appel à candidature pour le groupe d'experts, et j'attends ta candidature, Justine. Merci. Ce sera fait. Voilà. Et ça permettra vraiment de pouvoir voir aussi, cette feuille de route permettra aussi de discuter tous les enjeux qu'on a commencé à discuter sur les aspects de risque. Alors on a parlé éco-blanchiment, greenwashing. Il y a un autre risque, c'est le greenwashing, où en fait des propriétaires ou des industriels qui veulent faire bien les choses sur la biodiversité se retrouvent tapés par des organisations environnementales qui vont tout de suite dire que c'est pas suffisant, ça va pas. Et en fait, finalement, on va dire, bon, j'ai pas envie de me bagarrer sur ça, donc même si je fais les choses bien, je ne le dis pas, je m'engage pas et je laisse passer l'occasion. Donc ça, c'est un autre risque qu'on appelle greenwashing. Alors, je n'ai pas la traduction en français, mais on peut la trouver. C'est vraiment la crainte, en fait, de s'engager par peur d'être attaqué ultérieurement pour du greenwashing. Oui. Et ça, c'est un vrai risque qu'on rencontre sur plusieurs de nos projets pilotes qu'on rencontre actuellement. Monsieur Dantec, je peux peut-être vous faire intervenir sur ça. Enfin, on a entendu quand même
un écho un peu négatif sur la situation en France. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour les propriétaires privés en tant que sénateur au niveau national? Comment on pourrait faire avancer les choses? Je peux Oui, et vous retourner pouvez, la bien question. sûr. Ouais, allez-y. Qu'est-ce qu'on c'est- peut faire pour vous? Oui, qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi? C'est un peu ça. Ça se discute. C'est-à-dire, je reprends l'intervention précédente, on est dans un moment, ça ne vous a pas échappé, de tension extrême et où le débat aujourd'hui, on peut prendre l'exemple du greenwashing ou l'exemple inverse des attaques frontales, dès qu'il y a le mot environnement, écologie, on tire d'abord, on réfléchit après, c'est en face. Donc avec ça, on n'arrive nulle part. Je pars de l'idée que vous n'êtes pas tous absolument des gauchistes dans la salle. Comme ça. Un feeling. Donc, mais quand même vraiment intéressé par les questions de biodiversité, de protection de la nature. Ça me semble assez évident aussi. Donc vous êtes au bon endroit. Vous êtes au bon endroit pour dire ça suffit. Et le dire des deux côtés. Je dis bien des deux côtés. C'est-à-dire que ce qu'on avait fait avec Jérôme, alors Jérôme Bignon n'arrivait pas à amener tous ses camarades sur ses positions. Hein. N'exagérons pas non plus. Mais malgré tout, il en a amené suffisamment pour qu'on trouve des compromis et des majorités alternatives au Sénat. Je pourrais vous en parler longuement. L'endroit où vous êtes, c'est un des endroits où justement on peut se dire, si on continue comme ça, on va perdre sur tous les tableaux. Vous avez un backlash environnemental, mais au mois de juillet, on a eu un backlash du backlash environnemental. Les 2 millions de signatures contre la loi Duplon, c'est aussi une mobilisation sociétale extrêmement forte. C'est-à-dire Duplon est allé trop loin et la société a réagi dans l'autre sens. Et alors je veux bien qu'on joue au pendule comme ça jusqu'à la présidentielle. On est parti pour, hein, globalement, mais ça n'est pas satisfaisant. Donc moi, je pense que tous ceux qui sont en situation de compromis et de dialogue, on a cité FNE, c'est des gens très raisonnables, hein, les gens de FNE, même la LP aussi, il y a beaucoup de gens très raisonnables. Et dans les fédérations de chasse, il y a des gens raisonnables aussi. Je vais vous faire une liste comme ça. Mais que tous les gens qui sont convaincus qu'on va perdre de tous les côtés, si on ne dialogue pas, prennent la main, y compris prennent la main médiatiquement. Ne laissent pas, finalement, les groupes les plus extrêmes monopoliser le débat public. Ça, et si vous faites ça, derrière, ça c'est l'engagement qu'on peut prendre, c'est que nous, en tant que parlementaires, et peut-être demain les gens au gouvernement, voilà, je ne sais pas où on va, mais puissent se saisir de ça pour traduire dans la loi des compromis qui sont passés finalement par les gens raisonnables de la société civile. Et on est dans ce moment-là. Donc je pense que là-dessus, vous avez une responsabilité forte et je suis vraiment très ouvert pour qu'on continue d'en discuter et ça arrangerait aussi l'OFB, sans nul doute. Après, l'autre point, et si on reste là-dessus, y compris, je pense qu'au niveau de la mouvance écolo, je ne parle pas des plus radicaux. Les plus radicaux, ils ne m'aiment pas, hein, soyons clairs. Mais que dans le monde écolo, il y a des choses où il faut être capable de se dire il y a des combats qui sont des totems qui finalement nous fragilisent. Je pense notamment au loup. Le loup, c'est une victoire des écolos. Défendre tous les loups partout, c'est la meilleure manière de perdre la victoire. Donc voilà, je prends cet exemple-là pour vous dire que je suis effectivement tout à fait dans l'idée du compromis. À l'inverse, la FNSEA, qui se bat encore contre le fait qu'on préserve les périmètres de captage, alors qu'on a un coût pour les collectivités territoriales derrière sur la qualité de l'eau énorme, c'est pas raisonnable non plus. Voilà, je peux vous en trouver dans tous les sens. Voilà, donc ça c'est un peu le discours global qui correspond un peu au moment que nous vivons ce mardi matin où Bayrou doit être passé à l'Élysée à l'heure qu'il est. Ensuite, l'autre point sur lequel je veux revenir, pour être concret, il faut effectivement que la puissance publique européenne ou nationale vous donne des signes rapidement. C'est un peu ce que vous avez dit en fin d'intervention. Donc il ne faut pas perdre trop de temps. C'est-à-dire, moi je ne crois pas trop aujourd'hui, c'est des questions que je suis, hein, j'étais à Cali, on en a
Je préside un groupe de suivi au Sénat sur ces questions-là. On a auditionné évidemment tout le groupe qui travaille sur les crédits carbone et l'ancienne ministre. Ça va être tellement long. On ne sait même pas où est la métrique. Donc, est-ce qu'on agite un truc qu'on ne maîtrise pas encore en disant ouais, on va faire du certificat ou du crédit biodiversité et ça sera opérationnel dans 20 ans ou dans 12 ans, mais guère avant, avec des difficultés énormes. Par exemple, vous êtes très bon aux zones humides. Les zones d'hivernage des oiseaux concernés ont disparu. Vous êtes très bon, mais le résultat ne sera pas bon. Donc si la métrique est sur le résultat, vous n'aurez pas vos certificats. Par exemple, je prends cet exemple, mais on peut en prendre d'autres. Je crois vraiment beaucoup plus au fait qu'on utilise la biodiversité comme garantie du crédit carbone. On a sur le crédit carbone, là aussi, du greenwashing, d'énormes difficultés. Je viens plus du climat, c'est plus là-dessus que j'ai mis mon énergie depuis une quinzaine d'années. La biodiversité, ça permet de restaurer la confiance sur le crédit carbone. Vous faites par définition du crédit carbone. Du 4 pour 1000, de la zone humide, de la forêt. Je pense qu'on peut aller beaucoup, beaucoup plus vite, puisque là, les mécanismes existent, sur un crédit carbone renforcé par un certificat biodiversité qui évite justement qu'on rentre dans le greenwashing. Donc moi, je serais vraiment d'avis qu'on fasse le choix. Alors là, je sais que je perds des voix du côté du monde du certificat biodiversité, évidemment, mais je prends mes responsabilités. Moi, j'irais vraiment dans ce sens-là, parce que là, ça marche tout de suite. Qu'on a des sous, y compris par l'ETS. Donc, est-ce qu'on met un bout d'ETS là-dessus, puisqu'on parlait de financement? Je sais qu'il n'y a plus de sous nulle part, mais enfin, l'ETS, ça génère quand même un paquet de milliards. Donc, on met un peu d'ETS, ça ne me semble pas totalement... L'ETS, c'est le marché carbone emission trade system. Je vais devoir vous interrompre. Et donc, qu'on aille vraiment là-dessus, et qu'on aille sur un dernier point. C'est vrai, je suis un peu long, mais il y a un point sur lequel vous devez, et on doit vous trouver des financements, c'est sur l'adaptation au changement climatique. Ça, c'est une priorité de l'action publique nationale. Je préside la commission nationale. On a un PNAC, on va avoir des problèmes d'inondation, des problèmes de sécheresse, des problèmes de feux de forêt. On a énormément de problèmes à venir. Il est évident que des zones bien gérées en termes naturels vont être des réponses à ça. Donc là, il faut vraiment qu'on trouve les financements qui correspondent aux anémités de l'adaptation au changement climatique. Ça me semble une priorité. Et là, je pense que le débat est ouvert. Merci beaucoup. J'accélère un petit peu parce qu'on aimerait bien aussi ouvrir aux questions. Donc on a plus beaucoup de temps. Guillaume, je vois que tu voulais juste réagir. Je voudrais juste rappeler qu'il y a un document, je parle sous le contrôle de Florian Claes, assez intéressant de la Commission européenne d'il y a 6 ou 7 ans sur le capital naturel. Et qu'un livre vert ou livre blanc, je ne sais plus, et que ce livre blanc dit notamment que l'argent public ne sera pas suffisant pour gérer, restaurer, protéger la biodiversité, et que donc il faut attirer des capitaux privés dans la protection de la biodiversité en Europe, et qu'on peut le faire en attirant ce qu'on appelle des capitaux patients, qui acceptent un temps de retour sur investissement plus long et des taux de retour sur investissement plus bas. Moi, ça me paraît le bon sens, sauf qu'aujourd'hui, ça ne décolle pas, en tout cas en France. Pourquoi ? Parce que sur le foncier non bâti, il n'y a pas de rentabilité possible en France. Le taux de rentabilité brute est bas et les impôts sont très élevés. Donc après impôt, on est en situation de rentabilité nulle ou négative. Donc si on veut que ce business model marche, en fait c'est une forme d'économie sociale et solidaire appliquée à la biodiversité. Si on veut que ça marche, moi je suis assez favorable à l'idée, il faut absolument baisser les impôts sur le foncier non bâti. Ça c'est absolument certain, mais évidemment la conjoncture ne s'y prête pas. La deuxième chose, c'est qu'il a été question des conservation easements aux États-Unis. Bon, c'est un excellent système où on a un double système de diminution ou exonération de l'impôt fédéral et diminution ou exonération de l'impôt au niveau des États. Donc il y a plusieurs millions d'hectares qui sont sous conservation easement aux États-Unis et les sommes qui y sont consacrées en termes d'exonération fiscale sont très importantes. Même Trump a fait un conservation easement, vous voyez. Et puis le dernier point, mais ça c'est une suggestion aussi pour Florian Claes, c'est que quand on regarde l'exemple des sites Natura 2000, qui sont des sites dont le régime juridique est le même dans tous les États, on constate qu'ils sont traités de façon complètement différente en termes fiscaux par les États.
Il y a des États dans lesquels ils sont quasiment exonérés de tous impôts. Il y a des États dans lesquels ils n'ont aucune particularité. Alors, évidemment, la Commission européenne n'a pas beaucoup de pouvoir en matière fiscale. Mais rien ne l'empêcherait de recommander, dans une recommandation, que les sites Natura 2000 en Europe soient bien traités fiscalement et qu'on s'aligne sur les meilleures pratiques des pays ayant diminué les impôts sur le site Natura 2000. Et je n'ai pas vu une telle recommandation dans aucune des stratégies européennes de la biodiversité, livre vert ou livre blanc. C'est quelque chose que la Commission pourrait faire, je pense. Très bon point, merci. Je témoigne qu'il n'y a pas de disposition comme ça dans les... On a un instrument, c'est l'instrument d'appui technique, le TSI, de son petit nom. En fait, c'est un instrument qui permet normalement de discuter avec les États membres sur les réformes à mener pour atteindre tel ou tel objectif. Et c'est là où on peut effectivement avoir un espace de discussion avec les États membres qui le souhaitent, sur les mesures fiscales ou réglementaires qu'ils pourraient mettre en place pour atteindre les objectifs. Donc là, je sais que la France a souscrit une demande d'appui sur le plan national de restauration. Et on a aussi plusieurs autres pays qui nous ont approchés sur ça, ainsi que sur tout ce qui est élimination des subventions perverses à la biodiversité. Donc on a quand même cet espace, cet instrument qui existe et qui pourrait être utilisé. Malheureusement, Oui, si vous avez des questions, on va devoir conclure la matinée. Oui. Les questions, je vous invite à les poser au moment du déjeuner. Laurent, si tu On n'a pas de... Je veux juste donner la parole à James parce qu'il voulait quand même faire Oui, un d'accord. point. Bien Désolée. sûr. Je vais lui permettre de reparler une dernière fois. Et puis pour les questions, alors vraiment désolé, on manque de temps. Donc voilà, vous avez les intervenants à votre disposition pour le déjeuner. Voilà, n'hésitez pas à aller vers eux et à leur poser vos questions. Okay, very, very quickly. In answer to your questions, your points about the financing of this, you should speak to Amanda Anderson, who represents England, because Wildlife Estates England now, we heard yesterday, has a new arrangement or is in discussions with a bank to give private loans, interest-free, up to £500,000? No. 1% above base. Yeah. So no annual fee, exactly, no annual fee for Wildlife Estates holders. Now that's an interesting development. The other interesting thing I quickly wanted to say is that when we Brexited, we went our different ways. And Jürgen Tack came to visit us in Scotland to speak at our national conference in May, and he gave us a very quick summary of the direction of travel of the EU and the direction of travel of the 4 countries of the United Kingdom, mostly England. It's extraordinary that they are almost exactly parallel. But what is undoubtedly the case is that in Scotland and certainly in England, we are looking more and more at agriculture, at the role of the farmers. And with the agreement of the ELO in Brussels, the Wildlife Estates label in England is called Wildlife Farms and Estates. And we will see that, I think, in Scotland too. Because if you look to the future, you asked in 20 years, where are we? Well, we hope that we will see much more integration between the farmers. Because I know that every year when I sell my oats, avoine en français, when I sell my oats, they demand to see my records of my fields. Because the consumer and the markets are more and more demanding. And if I can't sell, then I have no business. So I hope that in the future we will see much more integration with agriculture generally. Merci James. C'est une belle conclusion pour montrer qu'il y a des perspectives pour l'avenir. J'entends agriculture et j'entends changement climatique. Je pense que c'est des sujets très importants avec des leviers financiers et fiscaux à disposition.